Alors oui, la créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontré dans nos vies, autant professionnelles que personnelles. Car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres, ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts, mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bon, salut Pedro. Salut Christophe. Bienvenue dans cet épisode. C'est avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Comme avec les autres invités, j'aime bien faire une présentation un peu à ma sauce. Et donc là, pour toi aussi, j'ai fait une présentation que j'ai écrite au préalable et que je vais te lire. Est-ce que tu es OK ? Ah, bien sûr. Je suis curieux. Alors, Pedro, on va pas y aller par quatre chemins. On se connaît depuis 20 ans. Quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans d'amitié, 20 ans de coopération, 20 ans d'échanges, d'éloignement et de rapprochement. Donc autant dire qu'on se connaît bien. Et aussi qu'on se ressemble sur plusieurs points. Et c'est aussi pour cette raison que je voulais pas que tu sois là comme invité au début. Mais finalement, l'idée de te recevoir a fait son chemin. Comme quoi, il est toujours bon de se méfier de ses propres certitudes. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute, t'es une personne créative. Tu fais partie des personnes que je connais qui ont une grande capacité d'adaptation et qui ont ouvert grand leur éventail de solutions face à la vie. Et je le rappelle aux auditeurs que ces deux qualités sont des qualités créatives. Et j'ai envie de tenter de faire une liste rapide d'où t'es parti et d'aller là où tu es arrivé aujourd'hui. Personnellement, t'as quitté ton Portugal natal dans la vingtaine. T'as vécu à Paris, en Picardie, à Nantes, en Bretagne, bientôt dans le Lot. Ouais. Bientôt dans le Lot, en effet. T'as aussi vécu l'aventure du couple avec plusieurs femmes. T'as aussi essayé le mariage et t'es père de 3 enfants. Professionnellement, t'as été pêle-mêle formateur dans le monde de la communication visuelle. T'as été réalisateur, t'as été acteur, mais aussi vendeur. T'as mis le nez dans le marketing, dans la communication d'entreprise, même dans les soins énergétiques et plus récemment dans la communication web avec une nouvelle agence que t'as créée. J'oublie sûrement des trucs, mais je sais que tout ce que t'as entrepris, tu l'as toujours fait à fond et avec conviction. T'as tenté, t'as osé, t'as joué plein de parties, t'as parfois gagné, t'as parfois perdu. Mais il me semble que t'as toujours appris à te connaître à travers tes expériences. Aujourd'hui, t'es devenu un quarantenaire heureux, plutôt entier et plutôt apaisé a priori, et qui n'a pas perdu sa flamme créative. Et j'ai une première question. Est-ce que t'as encore envie de te réinventer en tant que Pedro dans sa version 5.0 ? Absolument. Absolument. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que je peux pas m'échapper, en fait. C'est vrai que quand tu parles de mon parcours, même moi, à l'entendre, ça me crée quelque chose, bien sûr, parce que l'entendre par quelqu'un d'autre, ça donne presque une image de peinture abstraite, en fait. Il y a plein de choses. C'est tout un bordel, c'est toute une mayonnaise, quoi. Et c'est vrai que tout ça, à la mesure que tu le disais déjà, ça me venait à la tête, ouais, c'était pas un choix, en fait. Et je pense que c'est jamais un choix. C'est juste, voilà. C'est comme ça. J'arrive pas à faire autrement. Donc, je pense que je vais me réinventer jusqu'à la fin de ma vie. Tu suis le flux, quoi. Oui, c'est ça. Je sais pas faire différemment. C'est presque un pilote automatique. Et vu que là, t'es en phase de tenter de te réinventer une nouvelle fois, autant avec cette, comme je disais,
cette nouvelle agence de communication web que tu as créée et le fait que tu sois papa d'un tout jeune enfant qui est né en 2023. Salut Solal, au passage. Tu trouves où les ressources pour avoir envie de te réinventer? Les ressources, bah, c'est pas toujours évident, hein, comme on peut l'imaginer. C'est vrai que le rythme, il est jamais constant, en fait, au moins chez moi. C'est vrai que là, pour le coup, ça me fait penser à ce que tu disais de ma capacité de m'adapter. Je pense qu'il y a un petit peu de ça qui joue là-dedans. Et je m'adapte beaucoup aux choses qui sont là, en fait, dans le moment. Parfois, c'est très bien. J'ai toutes les ressources qu'il me faut, donc c'est énorme. Voilà. On y va à fond. C'est une ligne droite. C'est trop bien. On peut s'éclater vraiment, que ce soit en création, n'importe. D'autres fois, bah, on peut pas. On peut pas. Donc ça, c'est la partie que j'ai dû m'habituer un petit peu aussi. J'ai dû un peu me former, auto-former là-dessus, d'accepter que des fois, tu ne peux pas aller au rythme que tu veux. C'est un peu inconfortable. Pour moi, c'était inconfortable à un moment donné. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et c'est vrai que non, t'as pas toujours les ressources. C'est vrai que surtout quand t'as des enfants, je pense que tout le monde voilà, tout le monde qui a eu des enfants, il peut se reconnaître là-dedans. Ce n'est pas toujours évident. Je ne laisse jamais cette partie de côté. Il faut que je trouve toujours un moyen d'insérer cet espace dans ma vie quand même, de pouvoir créer mes choses et suivre ma route à moi, quelque part. Mais c'est vrai que c'est très variable et il y a des moments où je n'ai pas forcément les ressources et voilà, ça a été un apprentissage de savoir accepter ça aussi. J'ai l'impression que ça pourrait être presque considéré comme une ressource d'accepter que là, on n'en a pas. C'est une espèce de lucidité là-dessus. Et de se dire, bah là, j'ai pas les ressources, j'y vais pas, en fait. Ou là, j'ai pas les ressources, j'attends le prochain train, quoi, tu vois. C'est ça. Et de base, franchement, je l'avais pas, hein, cette ressource. Comme je dis au début, c'était très inconfortable. Je le vivais pas si bien que ça. Mais après, voilà, comme tu dis, je suis dans la quarantaine, donc ça fait quand même une petite expérience de vie déjà. Et dans le temps, bah, j'ai compris que non, en fait, il faut l'accepter un peu. Après, j'avoue, hein, ça a été qu'un choix, ça a été un peu forcé des fois, que du coup, tu te retrouves dedans. Et à ce moment-là, tu te rends compte, au moins dans mon cas, je me suis rendu compte que même si c'est inconfortable, même si c'est pas le rythme que j'aimerais mener, c'est pas si mal. Franchement, ça a été ça. De me dire, finalement, c'est pas si mal. Parce que ça se fait quand même. Ça continue à se faire. C'est juste que c'est pas le même rythme. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif des fois. Je suis très passionné par les choses. Donc, je sais que voilà, je m'éclate énormément parfois. Et c'est comme un gosse, en fait. Quand il trouve un nouveau jouet, t'as envie de jouer jusqu'à ce qu'il y a plus de secret dedans. Ouais. Et en effet, dans des moments comme ça, tu ne peux pas. Donc, tu vas connaître ce jouet petit à petit, un petit morceau à chaque jour. Mais finalement, ça se fait aussi, tu vois. Et ça a été une très bonne leçon pour moi. Ça m'a permis, quelque part, quand j'y pense, d'équilibrer plusieurs choses dans ma vie. Parfois, c'était beaucoup boulot. Et après, à un moment donné, ça penchait. Et j'allais plus vers la famille, ou vers plus mon temps personnel. Aujourd'hui, j'avoue que je suis plutôt dans l'équilibre des trois. Et ce n'est plus inconfortable en plus, et ça marche. En fait, ça marche. C'est juste que ça ne marche pas comme parfois on peut vouloir faire. C'est qu'on met dans l'autoroute, on a envie d'accélérer un peu plus, mais on peut pas parce qu'on sait qu'il y a les radars et on est déjà au max. Donc c'est un peu la même chose. Tu l'acceptes de jouer le jeu, mais finalement tu arrives à bon port quand même. Donc ça me va. Ouais, bon, il y a une vraie confiance dans ce que tu dis. Donc, du moment que je pense qu'on a confiance dans ce cheminement ou dans ce flux, même s'il peut être inconfortable, je pense que déjà on facilite grandement le trajet. Oui, c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, comme je dis, ça devient de moins en moins inconfortable. Je peux même pas dire qu'aujourd'hui c'est inconfortable. Donc du coup, il y a quelque chose qui a été acquis et intégré et qui marche très bien. Et j'aime bien avoir comme ça une image qui pop, qui apparaît dans l'esprit quand je dis le mot créativité. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là pour le coup quand je te le dis?
quand tu dis le mot créativité, étrangement, peut-être, je vois un univers très coloré. Je vois beaucoup de couleurs qui sautent devant mes yeux. Pourtant, je ne suis pas forcément un artiste dans la peinture, ni dans le dessin, mais peut-être mon côté communication, dans le graphisme, peut-être. Mais j'ai ce côté-là il y a beaucoup de petites couleurs qui sautent devant mes yeux quand je pense à la créativité, des couleurs qui dansent entre elles, presque magiques. Il y a un côté, je ne sais pas, un côté ouais, de jouissance aussi. Et un côté très lumineux, très été, printemps-été. Il y a la possibilité de l'associer à une émotion quand tu penses à la créativité. Oui, il y a comme je disais, je pense que je ressens vraiment, c'est une grande joie insouciante, un côté peut-être un peu jeune adulte, on va dire ça. Pas enfantin forcément, mais il y a un côté, tu vois, quand on était ado et qu'un jour on se retrouve à la plage, sous le soleil, on se dit waouh, la vie elle est super, la vie est belle, tu vois, cette insouciance. Ouais. Je pense que là, c'est un petit peu cette émotion que j'ai de joie, de me dire je suis bien, et c'est une joie insouciante. C'est très intéressant, j'avais jamais pensé à ça d'ailleurs, je suis en train de le découvrir là, en live, mais oui, il y a cette émotion qui vient avec. C'est vraiment quelque chose qui, quand j'essaie de comprendre ou de visualiser un peu ce qui a pu nous réunir, il y a souvent cette idée en fait qui est présente. C'est cette joie qui peut être considérée comme insouciante. On pourrait parler de joie de l'enfance sans forcément lui mettre un qualificatif. Et, je trouve assez juste. Du coup, j'y serais allé un moment ou un autre, mais tu viens tout seul, c'est parfait. C'est un plaisir. Tu me fais gagner du temps. Comment tu te sens en ce moment? Comment je me sens? Enthousiaste. Comme tu disais, c'est tout un nouveau projet que je viens de créer aussi. Donc, il y a toute cette phase de développement au début. J'adore cette phase. Parce que j'adore commencer des choses. Ouais. J'aime beaucoup terminer aussi des choses. Mais j'avoue, pour être complètement honnête, je préfère commencer des choses que les terminer. Bizarrement, ça me nourrit énormément, cette phase de départ. Tout ce travail qu'il y a devant, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à mettre en place, tout cet espace vierge, en fait, finalement, où tu peux faire tellement de choses, tu peux prendre tellement de directions différentes. J'adore, en fait, cette phase. Ça m'éclate, en fait. J'adore. Ouais, c'est un peu la phase où les règles sont pas encore complètement posées et toutes les autorisations sont données, quoi. Exactement, c'est très bien dit. C'est exactement ça, et c'est une partie très, 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 très nourrissante. Et d'ailleurs, quand je regarde voilà, mon histoire derrière moi, de toutes les années, je suis quelqu'un aussi, il y a un côté chez moi, qui est chez beaucoup de gens, ce côté à un moment donné, je m'ennuie des choses. Donc peut-être qu'une fois que je commence à accomplir quelque chose, et que moi j'essaie de la boucler, bien sûr, je peux m'ennuyer assez rapidement. Et j'ai assez rapidement besoin de créer autre chose, même si je reste dans la même... Par exemple, là, j'ai créé une agence de communication, comme tu dis, je peux rester là-dedans, il n'y a aucun souci, mais je dois la réinventer aussi. Oui. Je dois la faire vraiment vivre parce que moi-même, j'ai pas envie de m'ennuyer et je sais que ça va arriver à un moment donné, je le sens. Et comment ça se manifeste d'ailleurs chez toi, l'ennui? C'est comme un petit nœud à la gorge en fait. Okay. C'est comme un petit nœud à la gorge qui commence très doux, hein. On le sent pas, c'est pas violent, donc c'est vraiment petit à petit. Graduellement ça monte et tu sens qu'il y a un truc, il y a un nœud quoi. C'est comme si j'arrivais pas à respirer de la même façon. Tout ça c'est un peu imagé, hein. Oui, mais j'entends. C'est un peu voilà, c'est un peu la sensation quand même que je ressens. Et à un moment donné, je vais être tellement finalement étouffé, si on peut le dire comme ça. J'ai tellement manque d'air qu'à un moment donné, c'est impossible de l'ignorer. Et là, je me rends compte, je me dis, ah, là, ça va plus. Il faut que j'invente autre chose. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que je crée autre chose. Il me faut un autre défi. Et voilà, j'ai appris ça sur moi. J'ai appris que je suis quelqu'un qui a besoin de défis tout le temps. C'est comme ça. C'est un peu fou, hein, finalement, quand on l'observe.
moi je me dis c'est un peu fou quand même, c'est un peu la quête éternelle, donc il y a pas trop de sens finalement là-dedans. Mais comme je dis, il y a des choses en moi que je me pose pas trop de questions en profondeur. J'avoue que je sais que je suis comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est ok, je l'accepte. Bah, je pense à partir du moment que c'est bien vécu, il n'y a pas besoin de remettre en question tout le temps en fait. Hein. Les choses bien vécues, c'est ok quoi. C'est ça, et comme c'est ça, c'est bien vécu, donc pour moi c'est ok, c'est normal. Oui, tu fais partie des gens, je l'ai dit vite fait là, mais tu fais vraiment partie des gens qui ont une capacité de remise en question assez grande, qui me semble être quand même vraiment une qualité commune à tous les créatifs. En tout cas, les créatifs assumés, c'est-à-dire qui vraiment volontairement la travaillent. Et la remise en question est presque un sport. Hein. C'est le sport national chez les créatifs. je suis d'accord. Ouais. C'est très bien dit encore une fois. Est-ce que dans ces cycles de démarrage, fin, dans lequel l'ennui peut trouver sa place, est-ce que donc au moment où tu ressens l'ennui et que tu ressens le besoin aussi de créer ou de réinventer quelque chose, est-ce que la création de quelque chose est toujours liée à la fermeture de quelque chose d'autre ou c'est pas systématique? Ça arrive régulièrement, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive, mais c'est aussi avec des, on va dire, on va l'appeler ça projet, on va dire. Ouais. C'est avec des projets que souvent ils ont duré quand même un petit paquet de temps quand même. Ouais. Pour moi, dans mon opinion. Ça a duré quand même un bon moment. Suffisamment longtemps pour faire naître l'ennui, en tout cas. Oui, clairement. Et à un moment donné, c'est juste que je l'ai exploré aussi. Donc ça arrive souvent que, pour moi, hein, de ce que je cherchais, bien sûr, j'ai tout exploré. J'ai fait le tour. J'ai testé, je me suis éclaté, j'ai fait plein de choses. Donc j'ai eu des résultats. Et à un moment donné, c'est un peu comme, voilà, comme quand tu es né dans une petite ville, que c'est le cas, c'est mon cas. Hein. Je suis né dans une ville, elle est pas si petite, mais quand même assez petite au Portugal, une ville où tout le monde connaissait tout le monde à l'époque. Oui. Et à un moment donné, bah t'as envie de sortir en fait cette ville. Moi, par exemple, je le savais déjà en étant ado que je ne pouvais pas rester là-bas. J'avais pas l'idée que j'allais changer de pays forcément, mais je savais que je ne pouvais pas rester là-bas. J'avais besoin d'aller connaître d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est un peu un miroir par rapport à des projets professionnels. À un moment donné, si tu fais vraiment tout le tour de ce que toi t'as besoin, de ce que toi tu cherches, parce que je pense que j'imagine qu'il y a des choses qui m'ont passé peut-être à côté, mais quand t'as fait vraiment le tour et que tu as refait encore le tour et encore refaire le tour, à un moment donné, bah oui, tu boucles parce que je sais pas. C'est vrai que tu parlais d'introspection tout à l'heure. C'est vrai que je suis quelqu'un qui le fait pas mal. Et il y a des moments où justement je réfléchissais et je me disais, moi, je suis quelqu'un que je pense au moins que il a besoin de goûter de tout dans cette vie, parfois. Et une démarche un peu épicurienne. Oui, et dire vraiment de tout, c'est un peu exagéré parce que bien sûr, il y a des choses qui ne me conviennent pas, donc c'est sûr que je ne vais pas y aller. Mais il y a tellement de richesses et tellement d'inconnus, surtout des choses qui peuvent m'activer, des choses à n'importe quel moment. Et j'ai tellement envie de profiter de ça. J'ai tellement envie de profiter des expériences dans cette vie que oui, il y a même parfois des projets que j'ai pu les fermer avant de les explorer complètement, mais parce que là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a activé des choses chez moi et qui est en train de monter, tu vois, cette énergie, justement, créative qui fait du bien et qui me fait plaisir, qui est en train de se mettre en place et parfois, ça m'arrive, comme c'est passé, tu disais tout à l'heure, c'est assez particulier quand j'ai travaillé dans le commerce. c'est quelque chose que j'imaginais jamais le faire et je l'ai fait à un moment donné parce que j'étais passionné par le produit que je vendais. Ouais. Tout simplement. Et je l'ai fait pendant 4 ans. Et à la fin de 4 ans, j'ai arrêté pour ne plus jamais retourner, je le sais. En tout cas, tu as suivi, à ce moment-là, tu essaies de suivre aussi l'impulsion, l'enthousiasme que tu peux avoir à ce qui se présente à toi. Tout à fait. Et t'as pas l'impression, pour revenir un peu à ce que je te disais, t'as pas l'impression que c'est pour évacuer l'ennui. C'est pas une conséquence de non, l'ennui. non, pas du tout. Okay. Ah non, pas du tout. Non.
D'ailleurs, ça m'arrive parfois, comme je dis, des projets que j'ai pas vraiment bouclés en fait. Ouais. J'ai eu cette phase de départ qui est très très excitante. Qui sait, je suis peut-être addict à ça. Hein. Ouais. Mais il y a cette partie de départ qui peut durer 1 an, 2 ans, n'importe, quelques mois peut-être, Oui. qui est vraiment très excitante et où je m'éclate vraiment énormément. Et c'est là que je pense que pour le coup, la créativité elle est au max parce que tu as tout à inventer, comme tu disais tout à l'heure. Il y a tout cet espace, toutes ces autorisations qui sont dans l'ouvert. Et que parfois, en effet, il y a quelque chose qui est venu se mettre et se présenter dans ma vie qui m'a tellement touché, qui m'a tellement activé cette énergie à l'intérieur que je peux rester un bon moment entre les deux projets, mais je finis quand même pour passer vers le deuxième. Et j'ai pas eu encore beaucoup d'ennuis dans le premier, tu vois. Donc il y a autre chose, ouais. Il y a autre chose qui tourne. Ouais, c'est quand on est quand on prend goût au fait d'être créatif, il y a un peu d'addiction à la dopamine et qui peut être une forme d'être accro ou d'une forme d'addiction et comme des gens sont parfois accros à la sérotonine ou à d'autres voilà et qui créent des situations où ils vont sécréter davantage de cette hormone. Donc ça me paraît pas étrange que chez les créatifs il y ait cette addiction à la dopamine. Oui, je me rends compte hein, aussi là. C'est très intéressant. Voilà, cette interview, c'est très intéressant parce que je suis en train de me rendre compte de plusieurs choses que je me suis jamais rendu compte avant. Et ça a été vraiment là en temps réel que je me suis dit peut-être je suis en effet addict à cette partie de créativité. Et ça me fait du sens. Je suis quand je me suis décidé enfin à t'inviter sur le podcast, c'est un truc qui m'a, donc je te l'avais dit, et c'est un truc qui m'a vraiment poussé. C'est que je t'avais suggéré de parler d'une manière peut-être particulière du fait d'être créatif avec la vie. Et je t'ai suggéré de parler du rôle de père et de parent en général. Et ouais, vu que c'est un truc que j'ai pas encore abordé avec d'autres personnes, du coup j'explore le terrain aussi en même temps. Et tu penses toi que la créativité, en tout cas ta créativité, elle s'est aussi exprimée dans le fait de vouloir vivre l'aventure d'être parent? Oui, je pense qu'il y a un lien quand même très fort là-dedans. Bah déjà, il y a tout un monde en fait, et ça je l'avais remarqué déjà quand j'ai eu mon premier enfant. Oui. Ça m'inspire énormément, les enfants. À la maison, parfois j'ai été inspiré par des jouets de l'enfant même. Il y a tout un monde en fait. Ce monde de l'enfant, ça m'a inspiré pour énormément de choses quand même. Pas une grosse liste non plus, mais quand même pas mal de fois. Et donc déjà il y a ça. Ouais. D'un autre côté, oui, avoir un enfant, c'est toute une histoire, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident dans tous les sens. On a vraiment besoin d'une capacité d'être aussi très créatif quand on a un enfant. Il veut pas manger, comment je peux le distraire pour le faire manger quand même et que ça marche en plus. Oui. Comment je peux aider cet enfant à grandir, sachant que c'est compliqué pour lui aussi au départ de comprendre tout ça. Moi de mon côté, que je n'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure, voilà, quand il refuse quelque chose, moi je n'ai pas envie d'utiliser mon autorité non plus à force, tu vois. Ça veut pas dire que je le fais pas des fois, mais j'ai pas envie de donner cet exemple à mon enfant comme quoi, après ça m'appartient, mais comme quoi par la force tu peux atteindre ce que tu veux. Je ne veux pas donner ça. Ce que j'entends, c'est que ça peut être un défi, mais c'est pas un combat. Voilà, ce n'est pas un combat, tout à fait, c'est exactement, c'est un défi lequel, comme un défi professionnel, un défi n'importe de création, qui va te demander justement d'être un petit peu agile. Un enfant surtout va te exiger ça. Donc voilà, je veux pas faire ce qu'il veut, je veux pas le montrer non plus que moi je fais ce que je veux, mais plutôt comment je vais l'apporter ça, sachant que voilà, mon dernier il a même pas un nom, mais que déjà ça commence, tu vois, déjà je commence à être créatif avec lui. Je te montre comment le mener là. Et c'est un sacré défi, c'est hyper intéressant et en effet je trouve que c'est très créatif. Il faut être créatif avec un enfant. Il faut avoir peut-être la capacité d'être aussi enfant, comme on dit parfois. C'est
C'est très connu, cette phrase, mais tout à l'heure, on parlait de cette joie d'insouciance, tu vois, et pour moi, j'ai l'impression que ça fait un lien. Il faut avoir aussi cette capacité voilà, de se transporter à ce moment-là, à cette enfance-là, peut-être, pour pouvoir peut-être être un meilleur créatif. Peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ouais, et je me demande, dans ces situations qui nous demandent d'être créatifs, est-ce que de trouver cet équilibre entre l'objectif à atteindre et la souplesse à avoir, est-ce qu'il y a un moment où tu peux te sentir coupable d'être moins souple et peut-être d'imposer quelque chose? Je peux. Je peux. J'analyse beaucoup, moi. J'analyse beaucoup ces choses-là, notamment ma relation avec les enfants. J'analyse tout. Ouais. J'analyse beaucoup et il y a des moments où ça passe, où je me dis non, là c'était comme ça parce que c'est comme ça et je trouve que j'ai bien réagi. Il y a d'autres moments où oui, il y a une certaine culpabilité parce que nous, on est des adultes, on sait ce qu'il y a à faire. Eux, c'est des enfants, ils sont complètement libres, ce qui est quelque chose que je trouve tellement... Bah oui, et je trouve ça tellement beau, en fait, chez eux. C'est tellement merveilleux même de leur permettre de vivre ça, c'est incroyable. Mais voilà, il y a encore une fois, je pense que ça revient toujours tout le temps, l'équilibre entre les choses. Parfois, je peux sentir un peu de culpabilité parce que j'étais stressé à ce moment-là, parce que j'étais fatigué à ce moment-là. Il est petit, il comprend pas en plus, donc tout ça, ça me met des couches. Hein. Et à un moment donné, oui, je vais faire de l'introspection là-dessus, je fais de l'analyse, je me dis, ok, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça, je comprends que c'est pas la meilleure chose à faire non plus. J'aimerais faire différemment, au moins. Et du coup, ça, c'est une construction. Tu vois, à ce moment-là, je pense que je rentre en mode adaptation pour me dire comment je vais faire la prochaine fois pour que ce soit différemment, mais sans forcément sortir du rail. Mais du coup, oui, j'analyse beaucoup ce que je fais. Et j'ai l'impression que finalement, la culpabilité, elle n'est pas un mauvais moment. Elle est plutôt là comme un espèce de baromètre, un thermomètre qui nous rappelle à nous regarder, déjà à ressentir ce que ça crée chez nous, de se sentir coupable, de ne pas le refuser ou le balayer, de vraiment l'accueillir et de se dire bah ouais, ok, je me sens coupable parce que j'ai peut-être forcé la main ou je suis allé un peu plus loin, je me suis trop écouté, j'ai pas assez écouté l'autre, mais en même temps derrière la culpabilité aussi, c'est la promesse d'un changement ou d'une adaptation. Donc j'ai l'impression que si on regarde pas notre culpabilité, en tout cas si on la laisse pas nous traverser, et ben on perd un peu nos facultés adaptatives. Est-ce que c'est ton cas du coup? C'est possible, c'est possible. Moi, je peux pas le dire que c'est mon cas ou pas parce que j'avoue que ça me passe pas trop à côté. Souvent, comme je dis, je suis très attentif à ça, donc ça va me créer quelque chose et ça va me faire toujours un petit peu, voilà, être en introspection, comme je disais, essayer de revoir la scène, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'aurais pu faire mieux ou pas, quelque part peser un petit peu les choses dans la balance aussi. Oui. Et voilà, et du coup, je ne sais pas, mais je suis quand même quelque part, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Cette culpabilité, c'est un peu, j'aime bien le terme que tu as utilisé, thermomètre, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui va te donner, voilà, un état des lieux, quoi, du moment, savoir où t'en es, qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, et voilà, et ça te permet de continuer. Ouais, et puis c'est un état des lieux réaliste. On n'essaie pas d'évacuer les couleurs pas jolies du tableau, on les regarde. Tout à fait, exactement. Et cette connexion à la réalité, aussi la réalité émotionnelle, me semble très importante. C'est quelque chose qu'on partage pas mal, donc du coup, on se retrouve là-dessus. Et je me demande souvent à quel point la créativité, elle est aussi le reflet de notre capacité à vivre des émotions et à se laisser traverser par des émotions. Tu penses, toi, être une personne sensible du point de vue des émotions? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu travailles pour être davantage sensible?
Bah oui, oui, je suis quelqu'un que je me considère un peu sensible. Je l'ai découvert aussi hein, au long de la vie. Avant, je pensais pas que j'étais sensible. Après, j'ai eu une phase où je me suis rendu compte que j'étais un peu sensible aux choses, un peu. Et à un moment donné, je me suis même dit, t'es très sensible des fois à certaines choses, notamment au niveau émotionnel. C'est vrai que oui, j'ai une certaine sensibilité. Et je pense que c'est une ressource aussi. C'est une capacité de ne pas être égocentré finalement et le fait d'être différent de cette position, ça nous permet de nous connecter aux choses, de nous connecter à la vie, de comprendre ce qui est là aussi. Ce que je trouve qui est extrêmement important. Parce que si chacun suit juste sa tête, c'est sûr que ça va être compliqué, hein. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, que ce soit vis-à-vis de la planète. On parle beaucoup de ça de nos jours. C'est un peu compliqué d'être en équilibre dans les choses si on n'a pas cette sensibilité, cette capacité de comprendre ce qu'il y a au-delà de notre frontière à nous, en fait. Donc oui, carrément, je suis un peu sensible là-dessus, et tant mieux. Et si je fais quelque chose, oui, après, j'ai un côté de travail personnel, hein, comme tu sais. Donc, au niveau holistique, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Donc, je travaille sur moi. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. C'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines. Hein. C'est pas une routine, quoi. Non, non, ce n'est pas une routine. Mais quand les choses se présentent, pour le coup, je vais voir. Pareil, comme tu disais, je regardais parfois les côtés qui ne font pas toujours plaisir, c'est important aussi. Et parfois, il y a des choses qui se présentent et souvent, j'ai pas peur, j'ai envie d'ailleurs d'aller voir, même si ça peut être un petit peu désagréable, dur, désagréable, inconfortable, tout ça qui vient avec. Et du coup, je pense que oui, je travaille un petit peu cette sensibilité aussi parce que je travaille sur moi aussi pour avoir aussi une conscience différente et pour avoir une conscience un peu plus ouverte et comprendre ce qui est, comme je disais, au-delà de nos propres frontières. Je pense qu'on a besoin de tact, on a besoin de sensibilité, en effet. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, en fait. Il y en a une qui dit que la créativité, elle est alimentée par les relations sociales, et il y en a une autre d'école qui dit que la créativité s'épanouit dans les moments solitaires. Et j'ai l'impression que là-dedans, il y a l'histoire de la sensibilité, c'est-à-dire où t'en es avec ta sensibilité, parce que ça va déclencher ta manière de te relationner à l'autre. Et du coup, toi, est-ce que tu as l'impression que tu vas plutôt chercher des moments solitaires ou plutôt les relations sociales? Ou est-ce que ça, c'est des cycles et que tu as des cycles différents selon les moments, quoi? Non, chez moi, c'est très, c'est très clair. Ça a toujours été et aujourd'hui, ça l'est encore. Moi, c'est dans la solitude. Ok. J'ai entendu beaucoup de gens, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai, j'ai toujours entendu quelqu'un qui dit que, justement, le premier cas, qu'ils vont chercher dans les relations sociales, ils s'inspirent dans la vie. Moi, je m'inspire aussi de la vie, hein, mais oui, eux, ils vont puiser carrément dans les relations sociales, l'échange, ça fait bouger, c'est super. Moi, je le fais au niveau professionnel des fois, j'aime beaucoup échanger avec les gens et tout, mais ça ne m'inspire pas à ce point-là. Ça me donne d'autres choses. Mais souvent, c'est dans la solitude, ouais, tout seul, où ça va se mettre en place, que ce soit la petite flamme qui démarre, ou tout le processus vraiment à fond, comme on parlait tout à l'heure, où je suis à fond, où je m'éclate, où c'est bouillant, quoi. C'est beaucoup tout seul dans mon coin. À quel moment tu sens que tu as besoin de l'autre dans ton mouvement créatif? Ou est-ce que tu n'as jamais besoin de l'autre et que ça se suffit à toi-même, en fait? Au niveau créativité pure, si on peut dire comme ça, je n'ai pas besoin. Ok. Ou pouvoir partager un petit bout de chemin, on va dire, peut-être un petit bout de parcours. J'aime partager avec les gens ce que je suis en train de faire. Souvent qu'on s'est déjà un petit peu posé quand même. Ouais. Même si ça peut arriver, hein, de parler juste d'une idée comme ça qui vient, ah tiens, on pourrait faire un truc comme ça, et échanger avec d'autres personnes, savoir ce qu'elles en pensent. Ça peut m'arriver avec ceux qui sont vraiment très proches. Donc, dont ma compagne, toi, que t'es un grand ami, d'autres personnes, des amis proches, quoi. Ça peut m'arriver, mais je n'ai pas besoin de ça pour continuer ce mouvement créatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. J'ai l'impression, en fait, que
les personnes comme toi sont leurs propres juges. Ah oui, clair. et d'ailleurs, parfois des juges un peu sévères. Bah oui, forcément. Et oui, c'est clair. On fait tout. On fait le juge, l'avocat, la défense, l'accusation, on fait tout. Tout seul. Oui, je suis d'accord. T'aimerais bien de temps en temps que ce rôle de juge soit donné à quelqu'un d'autre? Ou c'est un rôle que tu préfères garder pour toi? Ah, c'est très personnel, ouais. C'est très personnel, pour moi, c'est très personnel, ce plan de la créativité, ce processus, tout ce qui se passe autour, c'est tellement personnel et intime, en fait, que je pense, pour moi, encore une fois, c'est ce qui fait que je suis beaucoup dans la solitude et que j'ai besoin d'être avec moi-même, c'est tout. Et pour le coup, je pense que non, je ferai moi tous ces rôles-là jusqu'à atteindre quelque chose qui est là posé, comme je disais tout à l'heure. Une fois que c'est posé, là par contre c'est chouette, je trouve parce que je pense que j'ai atteint un petit peu mes limites aussi. Pas mes limites, mais j'ai atteint quelque chose dans le processus, déjà quelque chose de concret. Et à ce moment-là, pour le coup là, oui, j'aime bien partager avec d'autres personnes. Entendre la critique, bien sûr, quelqu'un d'autre qui va le juger, qui va me dire ce qu'il en pense. Mais moi, la phase de créativité pure, encore une fois, j'utilise ce mot, c'est pas très bon, mais bon, cette créativité vraiment pure qui est là, cette phase, elle est déjà terminée. Là, ça va être... voilà, je te coupe, mais est-ce que tu as l'impression que cette phase de créativité pure, qui semble être le moment que tu te gardes, qui est vraiment le moment de démarrage, tu disais que tu avais beaucoup d'enthousiasme et de joie à démarrer les choses, est-ce que tu as l'impression que ce moment-là, c'est un moment de fragilité? C'est un moment de force, c'est évident, puisque c'est le moment où tu donnes tout, tu es très enthousiaste, tu es très présent, et en même temps, j'ai l'impression que si c'est un endroit, et je me retrouve forcément là-dedans, si c'est un endroit où que tu ne cherches pas à t'ouvrir à l'autre, c'est-à-dire que tu gardes ça pour toi, je me demande s'il n'y a pas cet endroit-là où on le sait fragile, donc du coup, on ne l'offre pas au jugement de l'autre. On se le garde de manière un peu protective, si tu veux. Oui, c'est marrant ce que tu dis, ouais. Parce que je suis en train de lier un petit peu les points, encore une fois. Je découvre aussi en temps réel, encore une fois. Et oui, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, je pense que il y a cette fragilité qui se met en place. Je pense qu'on a besoin de se mettre dans un état comme ça quand on crée. Ouais. On a besoin d'enlever toute l'armure, toutes les armes. D'être nu, d'être à poil, fragile, pour pouvoir vraiment passer à ça. Au moins, c'est l'expérience que moi je vis. Et dans ce sens-là, oui, c'est bien dit ce que tu as dit. Ça me fait vraiment du sens qu'à ce moment-là, c'est pas le bon moment de s'ouvrir à l'autre. Ouais. Il faut passer cette phase, justement. Il faut passer cette phase de créativité, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que tout au long de cette phase-là, de grande créativité, peut-être, de travail là-dessus, il y a beaucoup cette fragilité, oui, en effet. Et je pense que peut-être qu'on a tous vécu, hein, les créatifs, moi ça me vient à la tête vite fait, que je l'ai déjà vécu, de partager avec quelqu'un quelque chose trop vite. Ouais. Et très vite, il y a un retour justement de ce juge extérieur. Ouais. Et ce retour, ça m'a un petit peu secoué le bateau, si tu vois ce que je veux dire. Et ce n'est plus pareil. Et du coup, à ce moment-là, tu penses que c'est toi qui a trop vite ouvert la porte à ce que tu as créé, ou est-ce que c'est l'autre qui a jugé parce que il s'est emporté et qu'il a jugé pas à bon escient, quoi? Je pense que c'est moi, ouais. J'ai ouvert la porte trop vite. Lui, il est dans son droit et c'est très bien. D'ailleurs, si on le partage avec quelqu'un, je pense qu'il faut s'attendre un petit peu à ça. Bien sûr. Le truc, c'est que, voilà, de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, que j'ai créé pas mal, voilà, en effet, c'est vrai que si tu partages trop vite, le retour, il peut être un peu trop violent. Et peut-être, tout à fait, tu vois, je lis encore un point, c'est qu'à ce moment-là, je pense que t'es dans cette fragilité encore. Ouais. Parce que t'es en création. Et donc, ça te secoue tout de suite n'importe quelle critique.
même si elle est constructive, ça va toucher ta sensibilité à ce moment-là, ta fragilité plutôt, et ça peut être, voilà, ça peut casser le truc en fait. Parfois, le côté motivation, toute cette énergie qui est un peu abstraite finalement et qui est sur place, ça peut être bloqué, ça peut être bridé, ça peut être carrément éliminé. Ouais. Et la plupart du temps où je l'ai fait et que j'ai continué, ça m'arrivait souvent, par exemple, quand j'écrivais des scénarios pour le cinéma. Moi-même, parfois, je vais avoir cette critique. Comme on disait tout à l'heure, moi-même, je vais être le juge. Mais moi, je peux me juger moi-même dans mon état de fragilité absolue et c'est OK. Et c'est vrai que, avec l'expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, j'ai des idées que je peux partager quand même avec quelqu'un qui est très proche. Voilà, je peux très vite partager le ton de l'idée, mais je ne partage pas vraiment l'idée et ce qu'il va avoir derrière. Souvent, je vais dire, tiens, c'est un concept intéressant à réfléchir. Mais quand je dis ça à réfléchir, voilà, moi, je sais déjà à ce moment-là que c'est déjà en train de bouillir chez moi. C'est déjà en train de commencer. Et c'est beaucoup mieux. Pour le coup, c'est plus intéressant. Et quand finalement tu vas le partager, tu vas pas partager justement le moment où tu es à poil, comme je disais tout à l'heure, dans cette fragilité. Donc toi-même, tu as déjà jugé pas mal de petites choses. Et à ce moment-là, c'est plutôt aller penser des choses. Tu vois, ça me vient un peu cette image-là. Ça me fait penser que quand je suis en train de créer dans cette phase fragilité, c'est presque comme faire des diamants, tu vois, sous pression. Il y a ce travail de créer le diamant brut qui est incroyable, hein, même... du point de vue géologique. Et à la fin, quand tu vas le montrer à quelqu'un, justement, qui peut le juger, c'est presque que tu lui donnes le diamant brut. Et là, la personne, quoi que ce soit qu'elle va te dire, si toi t'es prêt, hein, et si t'es capable d'accepter aussi des critiques et d'autres choses, ça aussi c'est toute une histoire, des fois, mais si t'es capable de le faire, cette personne, finalement, tu vas recevoir tout ce qu'elle va te donner comme un petit ponçage de ce diamant. Voilà. On va couper des petits coins, des petites pointes, on va le travailler de cet état brut pour qu'il devienne un joli diamant. Et là, pour le coup, c'est très positif d'avoir cette critique extérieure, parce que si on reste aussi dans notre monde... dans une relation de confiance, hein, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça aussi. C'est la condition. Et ça dépend aussi de la personne qui est en face. Oui, bien sûr. Mais oui, donc du coup, ça me vient cette image-là, et je pense que c'est un petit peu ça. Donc pendant la création de ça, du diamant en état brut, c'est extrêmement fragile. Et on est, comme on disait, voilà, un peu à poil, quoi. Donc, ce moment-là, il faut que je sois tout seul. Et je me demande, du coup, dans tout ça, est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu fais aujourd'hui te rend de plus en plus optimiste? Entre autres, le projet que tu as d'agence de communication qui a démarré là dans l'année. Ça, c'est plutôt un résultat, peut-être, de mon optimisme. Je pense que c'est plutôt ma relation avec le monde et avec la vie et avec les autres. C'est là qu'il y a eu vraiment un déclenchement à un moment donné et que voilà, de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette expansion peut-être de conscience qui continue, hein, de temps en temps, comme pour tout le monde, hein, petit à petit, on a une conscience de plus en plus ouverte. Et je pense que ça a été vraiment le gros déclencheur de ça, qui m'a fait vraiment être de plus en plus optimiste. Moi, je te cache pas, j'aime pas beaucoup le mot optimisme, parce que ça passe pas encore. Parce que non, mais j'ai une connotation là-dessus. J'ai un a priori, désolé. Non, j'ai vu tellement de gens dans un optimisme fou et aveugle que je ne sais pas. J'ai jamais été chercher pourquoi, mais mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. Peut-être. Oui, tu penses que un optimiste perd un peu le contact avec la réalité, quoi. Oui et non, il y a de ça, oui, il y a de ça. Après, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément coupées de la réalité, mais que je pense qu'il y a un petit peu de doping, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je sais pas, j'aime beaucoup regarder les choses en face, en fait. Tu sais, tu me connais, donc tu sais que je suis comme ça. Moi, n'importe si ça fait mal, si ça fait du bien, n'importe ce qui se passe, voir les choses en face, pour moi, c'est quelque chose de crucial dans ma vie.
Pourtant, j'aime rêver, j'aime les histoires, j'aime tout ça, notamment avec les enfants. Pour le coup, on revient là-dessus. On a ce besoin-là. J'adore faire rêver mes enfants, en fait. Parfois, peut-être, je devais même pas faire autant, mais j'adore les faire rêver. Mais voilà, je regarde quand même les choses en face. Et je vais faire l'exemple, je ne prends pas beaucoup de médicaments en fait. Moi j'aime sentir la douleur, c'est pas que j'ai du plaisir, c'est pas ça, c'est plutôt parce que j'aime savoir ce qui est en train de se passer dans mon corps. Je ne veux pas qu'un truc me dope et que me coupe des sensations. Si j'ai mal, oui, je vais prendre, comme tout le monde, je prends quelque chose pour me soulager, mais le lendemain matin, tu vois, déjà j'arrête pour voir où j'en suis. Et si c'est soutenable, moi, je vais arrêter de prendre quoi que ce soit parce que je veux voir l'évolution. Est-ce que c'est en train de se dégrader, ma situation, voilà, même de santé, ou est-ce qu'elle est en train de s'améliorer? Est-ce que la maladie est en train de passer? Et tu vois, ça, finalement, c'est un petit peu la même chose. J'ai besoin de savoir où j'en suis. J'aime pas ce côté doping, justement. Et peut-être, seulement peut-être, j'ai croisé, j'ai pu assister à beaucoup de gens qui étaient excessivement dans cet optimisme. Ils peuvent pas s'en passer de ça. C'est presque pareil. Ça devient une addiction peut-être. Et qui sont extrêmement dérangés quand ils parlent avec quelqu'un comme moi. Parce que moi peut-être, parce que moi j'arrive et je commence à faire sauter peut-être un petit peu le masque, tu vois. Par contre, oui, il y a des gens qui sont des vrais optimistes. J'en connais comme toi, voilà. Que pour le coup, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est ce côté-là que j'ai parlé en premier, que parfois, peut-être ça m'affecte quand on parle de ce mot optimisme. C'est comme une vitamine, tu vois, que tu vas prendre. Oui, c'est vrai. Parce que je l'ai beaucoup témoigné comme ça. Donc, c'est une question de justesse, c'est-à-dire qu'on a le droit de jouer un rôle qui nous fait du bien, comme par exemple jouer l'optimisme ou le pessimisme, mais le tout est de pas travestir non plus la réalité, quoi. C'est ça. Mais bon, mais après, ça va pour l'optimisme. Et pour revenir à la question, comme je disais, après tout ce détour, oui, reflet de soi ou n'importe quelle autre activité que je peux créer et que je peux faire, c'est plutôt la façon comme je l'engage aujourd'hui et comme je peux le mettre en place et avec toute cette belle énergie peut-être par rapport à il y a 10 ans. C'est plutôt le résultat de mon travail peut-être de connaissance de soi, de connaissance de la vie aussi par les yeux des autres, n'importe, toute cette conscience finalement, comme je disais, qui peut à un moment donné entrer en expansion et que tu peux regarder les choses en dehors de ta bulle, en fait, finalement, on le dit ça souvent, et c'est vrai, regarder les choses en dehors de ce que toi, tu penses que c'est la réalité. Je pense que ça, oui, ça m'a aidé vraiment, comme je disais, à faire la paix peut-être avec beaucoup de choses, et à comprendre que la vie, elle est vraiment comme ça, et que c'est très beau, finalement, comme ça aussi, et voilà. Ouais, je me demande si dans des démarches comme la tienne, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on passe de la conscience individuelle à la conscience collective et qu'on lui donne de l'importance davantage à la conscience collective? Oui, c'est clair. C'est clair. Et tu passes entre les deux, c'est vrai. Oui. Tu sautes d'un à l'autre. Je ne suis pas toujours connecté à cette conscience collective, c'est clair. Je suis en train de vivre ma vie à moi aussi. Et il y a des moments, oui, il y a des moments que clairement, et je le provoque même. Par exemple, oui, une activité professionnelle, comme la communication que je fais aujourd'hui, je le provoque. Il faut que je me connecte aussi à ce qui a besoin d'être fait, à ce que mes prospects, mes clients, finalement, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comprendre leur monde, comprendre ce qui se passe, que parfois ce n'est pas du tout mes besoins à moi, en fait. Bien sûr, mais justement, en me connectant à ça, encore une fois, pareil, avec une certaine sensibilité, on peut le faire. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça te donne la vision claire, mais qui ne t'appartient pas, que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et que du coup, c'est très beau aussi à vivre et se dire, voilà, je n'ai pas besoin d'adhérer à ça, mais je le comprends. Et par contre, j'ai envie de participer à ça. Qu'est-ce que moi, je peux le faire? Et je pense que d'ailleurs, c'est un principe professionnel de tout ce qu'on fait. N'importe quel entrepreneur, aujourd'hui, je pense que si on ne pense pas au collectif, on peut pas, oui, c'est vrai. Je pense qu'on va avoir du mal à se mettre en place. C'est presque un prérequis si on veut amener, créer une valeur ajoutée sur le monde du travail en tant qu'entrepreneur. On est forcé à un moment ou à un autre de transiter par la conscience collective. C'est ça. Sinon, ce sera des trucs de one shot, tu vois, comme certains que j'ai vu aussi faire, pourquoi pas, qu'ils font un business pendant 1 an, 2 ans, pendant que
pendant que la poêle est chaude, quoi. Et dès que ça descend, on a vu ça dans le monde de la téléphonie, après dans le monde de la vape, de la cigarette électronique. Aujourd'hui encore, maintenant il y a le IA qui arrive, je pense qu'il aura un peu de ça. Il y a le thérapeute et les praticiens aussi, qu'on est en plein boom. À un moment donné, le marché va se réguler, et donc ces personnes-là du one shot, ils vont disparaître. Parce que ils n'ont pas réussi à mettre ça en place. Et en effet, je suis d'accord. Je pense que si tu mets pas ça en place, tu ne peux pas te projeter à long terme. Il faut que ce soit un service pour quelqu'un d'autre, parce que c'est quelqu'un d'autre que tu vas servir. Oui, et ce quelqu'un d'autre n'est pas défini individuellement. C'est ce quelqu'un d'autre, c'est le fameux persona, quoi. Voilà, tout à fait. Il est une représentation symbolique d'un collectif, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est intéressant, ça. J'avais jamais imaginé comme un prérequis dans la démarche entrepreneuriale, mais j'ai l'impression que c'est assez évident de passer par cette zone de conscience collective. On va tranquillement vers la fin, et comme d'habitude, j'aime bien faire mes recherches au préalable sur la créativité en règle générale, sur les mécanismes créatifs, sur la conscience créative, et j'aime bien donc trouver une citation que je partage dans chaque épisode. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une phrase de Ken Robinson, qui est un auteur conférencier anglais. Et ça vient d'un livre qu'il a écrit en 2019 qui s'appelle The Element. Et j'ai regardé une conférence aussi de lui qui présentait son livre. Et tout ce qu'il dit à travers ce bouquin et la conférence qui s'associe, c'est très lié à l'éducation des enfants, et particulièrement à la créativité chez les enfants. Et donc du coup, il dit dans ce livre que être créatif, c'est retrouver le pouvoir de l'enfance, où chaque dessin était un chef-d'œuvre, où chaque histoire était une épopée. T'en penses quoi ? Bah c'est ça, et c'est très beau ce qu'il dit. Parce que c'est beau parce que c'est juste et parce que c'est vrai, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est tellement chouette, en fait. On l'entend des fois par certaines personnes. C'est tellement chouette d'avoir cette capacité de vivre comme un enfant, ce qui est très rare en étant adulte. Mais c'était tellement chouette, et même moi, je pense que j'ai des parcours à faire encore là-dedans, mais c'est tellement chouette parce que c'est tout possible, comme tu dis. C'est n'importe quoi que tu fais, il y a tellement d'enthousiasme. On parle de capacité de création et de motivation. Il y a pas quelqu'un qui a autant comme un enfant. C'est un truc de dingue par rapport à quelque chose qu'il a décidé de faire. C'est juste incroyable. Tout est possible pour eux. Et bien sûr, beaucoup de fois, on sait qu'ils vont rater. Déjà, ça se voit dès le début. Mais c'est OK, en fait, pour eux. Et je trouve ça tellement magnifique parce que, je sais pas, je me dis, voilà, c'est dans les choses qu'on ne maîtrise pas qu'on retrouve parfois des vrais bijoux. Comme tellement de choses ont été trouvées dans le monde. Comme le champagne et bien d'autres choses, des choses qu'on a juste fait une erreur, en fait, on savait pas trop, et tout d'un coup, dans le hasard, dans un truc pas du tout maîtrisé, tu crées quelque chose de waouh, d'incroyable. Moi ça me passionne. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce qu'il a dit, c'est très beau parce que ça représente une vraie réalité. Ouais, on en parlait tout au début, c'était la fameuse insouciance de l'enfant qui n'a pas conscience encore des règles, donc du coup il s'en fout. C'est génial. Et j'aime bien aussi dans l'idée, parce que j'essaie de décrypter en même temps ce que ça raconte et pourquoi c'est touchant, c'est que peut-être l'adulte il va être capable de toucher ce pouvoir-là qui est né dans l'enfance, et donc que chaque dessin pour lui est aussi un chef-d'œuvre et que chaque histoire est une épopée, mais peut-être que le truc en plus, c'est de pas s'attacher à qu'il n'y ait une unique épopée et qu'un unique chef-d'œuvre. Je pense que l'enfant, il s'attache pas au résultat, il s'attache pas à mesurer le résultat. Ce qui peut-être est le pendant chez l'adulte de peut-être réussir à connecter la part enfantine de la créativité, mais en même temps de trop s'attacher au résultat, de pas faire confiance au fait qu'il y en a peut-être un autre chef-d'œuvre qui arrive derrière. Oui, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Je sais même pas si l'enfant elle a toute cette conscience ou inconscient, même inconsciemment, je ne sais pas s'il a la notion de ça, mais c'est exactement ce qu'il fait et ouais, je suis d'accord. C'est tellement ça en fait. Ouais. Je pense qu'il est dans un rapport tellement généreux qu'il s'en fout en fait de la mesure. C'est clair, ça. C'est le bon mot, généreux, ouais, et riche quoi. Et c'est ça que c'est génial finalement. Ils s'en fichent en fait. C'est pas ça le truc quoi. Il est juste en train de faire ce qu'il a à faire et tu l'observes. Hein. Encore une fois, je trouve que les enfants ils sont excellents pour ça. Moi, je regarde parfois, mon enfant, il est à fond sur quelque chose, et moi, je suis en train, du coup, je m'y mets parce que j'ai envie de le stimuler là-dedans et tout ça. Et d'un moment à l'autre, pouf, c'est fini. Il coupe. Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose, il est à fond à nouveau, mais dans d'autres choses. Un autre chef-d'œuvre l'attend. Ah non, mais et parfois c'est dérangeant, même, même presque dérangeant. Ouais. Goûte ce que t'as fait, tu vas voir, c'est bon. Parce que je me dis, mais t'as coupé avec moi comme ça. En plus, j'ai rejoint l'Odyssée, je suis là avec toi, donc allez, on y va. Et en fait, il m'a donné 1 minute ou 2 de kiff, de pur kiff, et tout d'un coup, c'est fini. Et moi, je suis encore dedans, tu vois, le mec qui est encore en train de poursuivre ce qu'on était en train de faire. Et lui, non, c'est fini. Il est à fond déjà dans une autre chose. Et parfois, je fais même plus partie. En fait. Et je trouve ça magnifique, en fait. C'était tellement, je sais pas, ça me manque le mot. Je pense que j'aurais du mal à décrire ça. Ouais. C'est tellement incroyable. C'est un grand pouvoir, en fait, ça, qui est pas usé de manière consciente. Mais c'est tout au début, tu parlais du fait que t'aimais bien commencer les choses, mais aussi tu pouvais aimer les terminer, et que le fait d'avoir le pouvoir de les commencer, mais aussi de les terminer, comme tu viens de l'expliquer, je pense que c'est là où s'exprime le pouvoir dans l'absolu. C'est pas simplement de démarrer, c'est aussi de les terminer quand ils décident. Quand tu le décides, c'est un pouvoir énorme, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Et en parlant de pouvoir, du coup, je regardais dans cette conférence, il démarre la conférence sur un truc, bon, t'imagines, et en plus les anglo-saxons ont une bonne maîtrise du storytelling. Du coup, il démarre sa conférence avec un truc qui marche trop bien. Je la mettrai en description pour ceux qui sont curieux. Et il raconte une histoire, donc du coup, je vais la synthétiser. Lui, il la raconte bien mieux et il est un peu plus en longueur. Et il prend l'exemple d'une petite fille de 6 ans qui est dans un cours de dessin. Et avec d'autres enfants, et la maîtresse vient la voir et lui demande mais qu'est-ce que tu dessines? Et la petite fille lui répond bah je dessine Dieu. Et la maîtresse elle réagit tout de suite et elle dit mais personne ne sait à quoi il ressemble Dieu. Et tranquillement la petite fille elle répond eh bien ils le sauront dans 1 minute. Ah trop fort. Trop fort, surtout parce que c'est une petite fille qui le dit. Si c'était un adulte, je pense que peut-être qu'on pourrait le prendre différemment, mais ouais. On penserait qu'il est fou, hein, tout simplement. oui, orgueilleux peut-être, plein d'autres choses qui vont venir, qu'on va se dire oh là là, mais c'est qui cette personne qui dit un truc comme ça. Mais c'est clair, ah non, c'est génial. Ouais. Autant dire que ça accroche tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir plus. Sur ce qui pousse la petite fille à ne jamais remettre en doute son action créative à ce moment-là. C'est clair. Bah, c'est osé. Hein. C'est osé. Après, est-ce que c'est du storytelling, c'est inventé, ou est-ce que c'est vraiment un truc rapporté, une expérience qu'il a vécue? Je sais pas, peu importe. L'idée est suffisamment forte dedans. Ouais, c'est ça. L'idée, elle est là. Et après, je veux même dire, je veux bien croire que c'est possible. Oui, bien dans sûr. Le monde entier, que des enfants puissent parfois sortir des choses comme ça. Il y a des enfants assez particuliers. Mais c'est génial. Ouais. Bah, ça m'a fait plaisir de transgresser la règle que je m'étais posée, que je voulais pas inviter des amis dans le podcast, et de pouvoir te recevoir et te donner la parole aussi sur tout ça, quoi. Bah pareil pour moi, et en plus je m'attendais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé quand même là 2-3 fois de me rendre compte des choses en temps réel, parce qu'on est en train d'échanger. Pourtant on se connaît bien et on échange régulièrement quand même tous les deux sur d'autres sujets bien sûr, mais c'est marrant parce que là il y a eu quand même 3 moments où j'ai eu des prises de conscience en fait sur des choses, donc c'est très riche pour moi aussi. Ça n'a pas été qu'un interview, quoi. Ça a été autre chose. Donc merci beaucoup à toi pour cette invitation, ça m'a trop fait plaisir. Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode.
Et en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. À bientôt.